Ravi de vous retrouver pour cette grande session d'information. Bienvenue sur Gabon 24 et tout de suite les titres. Au Gabon, pour venir à bout des effectifs pléthoriques, la création des classes de 6e dans un lycée d'excellence entraîne la grogne de certains enseignants de l'établissement secondaire spécialisé, malgré les explications du ministre de l'Éducation nationale. Nous verrons qu'aux Comores, île de l'océan Indien, qu'au terme de 10 ans d'efforts, l'épidémie de paludisme est en voie de totale éradication sur les 3 archipels. Et puis aux États-Unis, le président américain élu, Donald Trump, a annoncé que dès le premier jour de sa présidence, il engagera le retrait des États-Unis du traité commercial transpacifique signé en 2015 par 12 pays de la région. Voilà pour le fil conducteur de cette grande session. Madame, Monsieur, voici votre journal. Commençons avec la page Gabon. Tout d'abord, en bref et en images, le président du Conseil national de la démocratie, Maître Séraphin Dao-Rembogo, appelle à renforcer les pouvoirs du Conseil national de la démocratie en appelant à plus d'efficacité sur la prévention et la résolution des conflits politiques. Le président du CND a réagi aux questions de la presse qui l'interrogeait ce lundi sur le rôle que pourrait être celui de son institution lors du dialogue inclusif voulu par le chef de l'État. Écoutons un extrait de ses propos. Je vais profiter de votre question pour réitérer les remerciements à 2 nouveaux partis politiques qui nous ont rejoints. Démocratie Nouvelle et le RNB. C'est très important. Et nous avons noté également que des partis qui ne participaient pas participent maintenant. Ceci nous réconforte dans notre conviction que l'espace requis pour le débat, pour la concertation, pour les propositions est bien le CND. Nous sommes un espace d'échange, de dialogue, mais également de propositions. Et nous avons effectivement, au cours de cette session, émis certaines propositions, notamment celle de constitutionnaliser le Conseil national de la démocratie. Vous savez que cette institution a été adoptée par voie référendaire. Donc nous pensons qu'il vaut mieux que cette institution soit constitutionnalisée. Vincent de Paul Katoa Soumanga a été officiellement installé ce mardi dans sa nouvelle fonction de directeur général de la Direction générale de la documentation et de l'immigration par le ministre de l'Intérieur, Lambert Mata. La cérémonie s'est déroulée dans les locaux de sa direction en présence d'un parterre d'invités et dont nos reporters Sibyl Mengue, Jospin Bombadianga. Le lieutenant-colonel Vincent de Paul Katoa Soumanga a officiellement été installé ce mardi 22 novembre, directeur général de la documentation et de l'immigration. Le promu qui a fait ses classes à la DGDI s'est engagé devant le premier responsable du ministère de l'Intérieur à accomplir les missions à lui confier. Je mettrai un point d'honneur pour la qualité du service public rendu par notre institution, tant à l'égard de nos compatriotes que des ressortissants des pays étrangers qui choisissent de visiter notre pays ou d'y séjourner. J'en appelle donc au service au sens civique et patriotique de chacun d'entre nous. Vincent de Paul Katoa Soumanga est reconnu comme un officier valeureux par le ministre de tutelle. Il attend de lui plus d'abnégation dans les nouvelles fonctions qu'il occupe dorénavant. Vous devez donc faire preuve dans l'exercice de vos nouvelles fonctions de discernement, d'anticipation, de disponibilité et surtout de loyauté. Loyauté envers vos chefs hiérarchiques. Et tout cela, vous l'avez dit, vous êtes donc attendu au pied du mur. En accédant à la tête de la DGDI, le lieutenant-colonel Katoa Soumanga a dit réaliser que ce service constitue l'un des services publics les plus importants et surtout les plus sensibles de l'administration gabonaise. Il succède au poste le général Célestin Mbinga. Pour une couverture santé plus large des populations, le ministre de la Santé publique et de la Population et l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Gabon ont signé un nouveau protocole d'accord qui lie les 2 pays dans le domaine de la santé. La cérémonie a eu lieu ce mardi à l'hôpital de la coopération sino-gabonaise de Libreville, 6 à Bellevue 2. Nous sommes là dans le 3e arrondissement de Libreville. Le reportage de Bienvenue Nelkem, Nina Massunga. 33 ans déjà que l'hôpital de la coopération sino-gabonaise a ouvert ses portes au Gabon. Dans la poursuite de sa visite des infrastructures sanitaires du pays,
Le ministre de la Santé et de la Population s'est rendu mardi dans cet hôpital où, avec l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Gabon, ils ont signé un protocole d'accord qui lie les deux pays dans le domaine de la santé. La coopération sino-gabonaise dans le secteur sanitaire date depuis les années 70 du siècle dernier. Grâce aux efforts conjoints des deux côtés, de fruits abondants ont été enregistrés. Il s'agit là d'une belle illustration de l'amitié profonde et du partenariat global entre nos deux peuples. Le 2 novembre dernier, les deux hôpitaux de la coopération sino-gabonaise que compte le pays ont reçu la 19e mission médicale chinoise composée de 26 membres. Je voudrais solliciter de votre part de cultiver dans ces établissements la sérénité, la compréhension, de cultiver le dialogue permanent avec le personnel sans distinction. Il doit avoir la même considération qu'il s'agit de personnel chinois ou de personnel gabonais. Une coopération qui se porte donc bien et qui a surtout permis de traiter de nombreux patients au fil des ans dans les services de stomatologie, pédiatrie, gynécologie ou encore d'acupuncture. Pas en reste, l'ambassadeur du Japon au Gabon, Masaki Sato, et le directeur général par intérim de l'hôpital Albert Schweitzer de Lambaréné au centre du Gabon qui ont signé ce mardi à Libreville un contrat de don pour le projet de fourniture d'ambulance à l'hôpital Albert Schweitzer. Des précisions avec Jamila Mbengman sur les images de Jospin Bombadianga. Poignée de main, échange de parapheurs, séance photo, l'ambassadeur du Japon Masaki Sato et le directeur général intérimaire de l'hôpital Albert Schweitzer, Dr Arnaud Flamen, venaient de signer ce mardi un contrat de don. Il s'agit de doter l'hôpital Albert Schweitzer de Lambaréné, ville historique située au centre du Gabon, de 2 ambulances en vue de contribuer au renforcement des conditions d'accès aux traitements médicaux urgents pour la population lambarénéenne et des villages périphériques. On manque de moyens de transport des malades et puis moyens de faire évacuer les malades ou bien les personnes accidentées évacuées à la ville de Libreville. Et c'est pour cela qu'on a décidé de contribuer, une petite contribution envers l'hôpital Albert Schweitzer. Le directeur général de cette principale structure sanitaire de la ville du Grand Blanc, ainsi était affectueusement nommé Albert Schweitzer, s'est réjoui de cette signature. Nous pourrons désormais, grâce à ces ambulances, transférer sur la capitale nos parents, nos patients nécessitant des soins ou des examens spécialisés. Fort de son expérience dans le domaine de la santé qui constitue les fondements d'un développement socio-économique durable, le Japon entend soutenir de manière active les efforts du gouvernement gabonais qui visent à renforcer la qualité du système de santé dans le cadre du plan stratégique Gabon émergent. Tel qu'annoncé à l'entame, à Libreville, le lycée de l'excellence accueille depuis quelques semaines des élèves admis en classe de 6e générale. Une décision qui permet de lutter contre le problème des effectifs pléthoriques en classe de 6e, mais que digèrent mal les enseignants de l'établissement secondaire spécialisé en mathématiques et physique. Mirand Dangué. Depuis quelques années, le gouvernement gabonais a engagé des actions visant à apporter des solutions aux problèmes d'effectifs pléthoriques des élèves admis en classe de 6e, d'où la construction des collèges au sein des lycées. Pour les mêmes raisons, ce lycée spécialisé dans la formation en matière scientifique des élèves du second cycle recevra des élèves de 6e. Une décision que les enseignants de cet établissement ne voient pas d'un bon œil. Il n'y a pas une raison qui puisse justifier la destruction, le démantèlement d'un lycée qui fait la fierté d'une nation, aussi bien sur le plan national qu'à l'international. Pour le ministre de l'Éducation nationale, l'adjonction au lycée de l'excellence de classe de 6e se justifie par plusieurs difficultés. Et nous avons observé qu'au lycée dit de l'excellence, pour l'année scolaire qui vient de s'achever, il n'y avait plus que 7 élèves en terminale C. Si nous maintenons une vingtaine de professeurs de mathématiques et presque autant de sciences physiques dans un tel établissement, c'est un établissement qui tourne en pure perte,
en plus ne disposant pas des équipements nécessaires. Le lycée de l'excellence est né de la volonté de Paulette Missambo, ancien ministre de l'Éducation nationale, entre 1991 et 1998, s'étant inspiré du lycée de l'excellence de Yamoussoukro au regard des résultats positifs enregistrés par le dit établissement. Et pour refermer cette page du Gabon, sachez qu'il est désormais courant de consommer du café Made in Gabon. C'est du moins ce qui ressort de ce reportage qui nous plonge dans l'univers d'une entreprise de torréfaction de café à Libreville. Gaël Mapessi. Consommer du café produit localement et fabriqué à l'aide de produits récoltés sur place est désormais possible au Gabon. Karine André, commerciale dans une entreprise de torréfaction de café située au quartier Ancienne Sobraga dans le premier arrondissement de la capitale gabonaise, nous parle du circuit emprunté par ces graines de café avant d'atterrir dans sa fabrique. Notre café est issu donc de différentes régions du Gabon. Les planteurs vendent leur café à la caisse café qui s'occupe de l'usinage et nous achetons donc le café directement à la caisse café. Pour la jeune commerciale, son combat est d'amener les Gabonais à consommer les produits gabonais, mais aussi de se lancer dans l'agriculture, un secteur que beaucoup gagneraient à exploiter. Si nous voulons booster l'agriculture dans notre pays, le mot d'ordre, je pense, c'est produisons et consommons gabonais. C'est vraiment très important que tout le monde se sente impliqué. Je pense que tout le monde devrait avoir une petite plantation derrière chez lui. Surtout les gens qui ont la chance de vivre en province et qui ont énormément d'espace. Foncez, le gouvernement, je pense, est vraiment là pour vous aider. Et profitez, la Caisse Café a déployé des moyens financiers. Ils garantissent l'achat du café et du cacao auprès des planteurs. Il y a encore beaucoup de possibilités et je pense que si tout le monde s'y met, on va tous y arriver. Depuis plusieurs années, celle qui doit son amour pour le café à son père lutte pour la vulgarisation des produits Made in Gabon. Poursuivons cette session d'information. Tout d'abord au Liban, il est construit un mur en béton près d'un grand camp palestinien. L'œuvre est de l'armée libanaise près du camp de Aïn Eloué, situé près de la ville côtière de Saïda. Le constat est de Sibyl Mengue. Le mur en béton que construit l'armée libanaise près du plus grand camp de réfugiés palestiniens du pays est destiné à empêcher que des terroristes s'y infiltrent, a affirmé ce lundi une source militaire, tandis que des habitants le comparaient au mur de la honte en Israël. Depuis plus d'un demi-siècle et en vertu d'un accord, l'armée libanaise n'entre pas dans le camp de Aïn Eloué, situé près de la ville côtière de Saïda. Il s'est ainsi créé une situation de non-droit et le camp est devenu un havre pour les extrémistes et des personnes recherchées par la police. Des images publiées depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux montrent la pose progressive d'imposants blocs de béton à l'ouest du camp de Aïn Eloué, le plus grand et le plus peuplé des 12 que compte le Liban. Des Libanais ont exprimé leur indignation sur les réseaux sociaux. Un juge de la Cour suprême du Nigeria a été inculpé ce lundi de blanchiment d'argent dans le cadre d'une vague d'arrestations controversées au sein du pouvoir judiciaire dans le pays. Les détails dans ce récit de Linda Gaël Maganga. Sylvester Ngota, un juge de la Cour suprême au Nigeria, a été inculpé pour blanchiment d'argent. Lundi, le magistrat a comparu devant la haute cour à Abuja. Laissez-moi vous dire que nous sommes heureux que cela soit présenté à la Cour. Cela donne à l'accusé l'opportunité de s'expliquer. Cette affaire a quitté la sphère de la rumeur, de la calomnie et de tout ce que vous avez entendu. C'est désormais un procès devant une cour de justice et nous avons la possibilité de défendre l'accusé. Nous en sommes très heureux. Nous sommes très heureux d'être ici. Accusé d'avoir blanchi plus d'1 million d'euros et arrêté avec 6 autres magistrats dans le cadre d'une opération de lutte contre la corruption, il a plaidé non coupable à tous les chefs d'accusation. Il fallait bien s'en douter. Le statut et le calibre de l'accusé sont assez uniques et il n'est pas surprenant qu'on lui accorde une caution. Le procès est prévu pour le 7 et le 8 décembre. Nous avons 2 jours le mois prochain
et nous espérons être capables de présenter notre cas ainsi qu'au moins 3 témoins. La Haute Cour lui a accordé la mise en liberté sous caution. Il devra verser 100 millions de naira et le procès a été ajourné au 7 décembre. Les responsables religieux, catholiques, musulmans et protestants de la République centrafricaine ont célébré ce lundi à Rome les vertus de leur dialogue qui, assure-t-il, commence à porter ses fruits, surtout chez les jeunes. Retrouvons Lida Gaël Maganga. La crise en Centrafrique n'a pas une origine religieuse, selon les responsables religieux catholiques, protestants et musulmans qui se sont concertés lundi à Rome sur les bienfaits du dialogue. Nous avons pensé que c'était un moment important de nous retrouver ensemble, toujours entretenir le dialogue. Plus on parle, eh bien les barrières, les masques tombent. Quand on ne connaît pas l'autre, on a peur et on soupçonne et on pense qu'il est un étranger. Or, on commence le dialogue, et bien l'autre devient proche de nous. Je nous offre cet espace-là où tous, venant de plusieurs horizons, on se retrouve pour dialoguer, pour que demain, nous puissions rebâtir ensemble le pays qui s'appelle la République centrafricaine. La liberté de culte est une réalité en Centrafrique. Les responsables religieux citent en exemple le PK5 de Centrafrique où les habitants parviennent à cohabiter malgré leurs différences religieuses. Au kilomètre 5, par exemple, tous mes amis, c'est des musulmans, on était très habitués. Je mangeais, on se rendait visite lors de certaines célébrations et autres. Alors, cette crise est venue, ça a été essayer de nous mettre un peu à l'écart. Mais comme cela a été toujours prôné, ce n'est pas une crise religieuse. La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la paix en Centrafrique a pris fin en octobre. Mais le climat de paix est menacé par la manipulation des jeunes. Le dialogue permettra donc de faire revenir la sérénité. J'en viens à cette note santé et c'est aux Comores. La victoire n'a pas encore été officiellement proclamée, mais de l'avis des autorités sanitaires, l'essentiel est acquis et irréversible. Au terme de 10 ans d'efforts, l'épidémie de paludisme est en voie de totale éradication sur les 3 îles des Comores. Jamila Mbemman s'en fait l'écho. Avec 8 cas à Anjouan en 2015 et 3 à Moélie, on peut dire qu'on est arrivé à la phase d'élimination totale de l'épidémie. Même si quelques cas sporadiques sont encore enregistrés à la Grande Comore, se réjouit le docteur Mbaye Tob de l'association comorienne pour le bien-être de la famille. Dans la capitale Moroni, le parasite n'est plus qu'un mauvais souvenir. Le traitement de masse a pu faire disparaître le palu catégoriquement. Voilà. Maintenant, on ne trouve pas vraiment de patients. Parce qu'avant, on avait trop de patients grâce au palu. Voilà. La plupart des hôpitaux ont fonctionné grâce au paludisme. Mais depuis le traitement de masse, on a eu des difficultés dans les hôpitaux sur le nombre de fréquentations des malades. L'agriculteur Hassan Assouman parle lui aussi du paludisme au passé. J'étais un abonné du palu, une crise par mois, c'était des menstrues, s'amuse-t-il, mais depuis 4 ans, plus rien. Pour lui, comme les 800 000 habitants des Comores au large du Mozambique, les conséquences sont énormes. Baisse des mortalités maternelles et infantiles, baisse de l'absentéisme au travail et à l'école, et surtout, un gain financier considérable pour les familles. Le traitement pour un enfant atteint du paludisme coûte 15 000 francs, souligne Hassan. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, 240 millions de cas de paludisme ont été recensés sur la planète en 2015, faisant 438 000 tués, pour l'essentiel en Afrique. L'actualité dans cette grande session, c'est aussi en Irak, où casque rouge à la tête et masque chirurgical au visage, des pompiers émergent épuisés par une épaisse colonne de fumée qui s'échappe d'un puits de pétrole dans le nord de l'Irak. Pour cause, les djihadistes ont mis le feu aux champs pétroliers pour ralentir l'avancée des forces gouvernementales vers Qayara dans le cadre de leur offensive pour reprendre Mossoul, le dernier grand bastion de l'État islamique dans le pays. Le reportage. Ces moutons, dans les environs de Qayara, à 60 km au sud de Mossoul, ont perdu leur couleur naturelle. Les combattants du groupe État islamique ont brûlé des dizaines de champs de pétrole près de la ville. Ils sont depuis devenus noirs à cause d'un énorme nuage de fumée suspendu dans les airs. Pour Haïdar, son troupeau est son gagne-pain, mais les affaires ne marchent plus comme avant.
Les djihadistes du groupe EI avaient mis le feu à ces champs de pétrole en août pour ralentir l'avancée des forces gouvernementales sur Qayara dans la bataille pour Mossoul au nord. Certains des incendies n'ont pas été éteints et les puits crachent encore des colonnes massives de fumée noire toxique. Des ingénieurs pétroliers, pompiers et policiers travaillent sans relâche pour éteindre les flammes en pompant de l'eau dans ce puits en feu. Je suis venu ici, sur ce champ de pétrole, pour essayer autant que possible d'être responsable, pour aider mes frères de la compagnie pétrolière du Nord à éteindre les incendies dans ces puits et sauver les civils et les habitants de cette région qui souffrent de la brutalité du groupe État islamique. L'État islamique est comme un cancer. Ils ont complètement détruit l'infrastructure de l'Irak. Pour éteindre les feux, le processus est compliqué et dangereux. La police vérifie d'abord que l'EI n'a pas disséminé des mines à l'entrée des puits de pétrole. Cela peut prendre jusqu'à 1 mois et seuls 2 des 19 puits incendiés ont été éteints. Et l'impact sur la santé des habitants de villages voisins inquiète de plus en plus. La plupart d'entre eux sont restés malgré la fumée. Ça affecte mes poumons. Je prends des médicaments depuis 3 jours à cause de la fumée. Ça affecte aussi l'environnement et la planète. Ça a tout détruit. D'après le programme environnemental de l'ONU, les incendies de pétrole brut produisent une large gamme de polluants, dont la suie et les gaz qui peuvent causer l'irritation de la peau et l'essoufflement, mettant en danger les habitants de Qayara, dont la vie est à présent rythmée par la fumée qui semble s'être figée dans les cieux. Dans le reportage que vous allez suivre, on apprend que le gouvernement turc a retiré ce mardi un projet de loi controversé prévoyant l'annulation des condamnations de certains auteurs d'agressions sexuelles sur mineurs qui épouseraient leurs victimes, un texte qui a suscité un tollé dans le pays. Nous allons renvoyer ce projet de loi en commission afin de parvenir à un texte consensuel, comme l'a demandé le président, a déclaré le Premier ministre turc Diyarbakir. Un groupe de femmes a décidé de protester contre ce texte en manifestant à vélo. Renandem s'en fait l'écho. Le texte proposé par le Parti de la Justice et du Développement prévoit de suspendre la condamnation d'une personne pour agression sexuelle sur mineur, sauf s'il s'agit d'un viol, commis avant mi-novembre 2016 si son auteur épouse sa victime. La mesure serait appliquée une seule fois et de manière rétroactive. L'annonce du retrait du texte a été faite par le Premier ministre Binali Yildirim, quelques heures après que le président Recep Tayyip Erdogan a appelé lundi soir le gouvernement à régler ce problème dans un esprit de large consensus en prenant en compte les critiques et les recommandations issues des différentes composantes de la société dans son état actuel. Nous voulons que les violences envers les femmes et les enfants s'arrêtent. Nous demandons que les violences sexuelles contre les enfants, que les inégalités hommes-femmes dans le monde du travail et l'exploitation sexuelle des femmes s'arrêtent aussi. L'État devrait entièrement retirer une telle loi qui protège les harceleurs. Ce gouvernement protège cette violence qui s'exerce par les inégalités au travail, par le harcèlement sexuel sur les femmes et les enfants. Le projet de la loi avait suscité un tollé dans le pays après avoir été voté en première lecture jeudi. Un second vote pour entériner le texte était initialement prévu mardi. Nous allons renvoyer ce projet de loi en commission afin de parvenir à un texte consensuel, comme l'a demandé le président, a déclaré M. Yildirim à la presse à Istanbul. Je vous l'annonçais en titre, aux États-Unis ce lundi, le président élu Donald Trump a affirmé que le premier jour de sa présidence, il engagerait le retrait des États-Unis du traité commercial transpacifique signé en 2015 par 12 pays de la région à l'exclusion de la Chine. Le récit de Linda Gaël Maganga. J'ai demandé à mon équipe de transition de créer une liste de mesures exécutives que nous pourrons mettre en œuvre le premier jour pour établir nos lois et récupérer nos emplois. Il était temps. En ce qui concerne le commerce, je vais engager le retrait du traité commercial transpacifique, un désastre potentiel pour notre pays. À la place, nous négocierons des traités commerciaux bilatéraux et justes qui ramèneront les emplois et l'industrie sur le sol américain. En matière d'énergie, je vais annuler les restrictions tueuses d'emploi dans la production d'énergie aux États-Unis, y compris le gaz et le pétrole de schiste et le charbon propre, créant ainsi plusieurs millions d'emplois bien payés. C'est ce que nous voulons et c'est ce que nous attendions.
En matière de sécurité nationale, je vais demander au ministère de la Défense et au président du comité des chefs d'état-major de développer un plan complet destiné à protéger les infrastructures vitales de l'Amérique des cyberattaques et de toutes les autres formes d'attaques. En matière d'immigration, je vais demander au ministère du Travail d'enquêter sur les abus des programmes de visa qui disqualifient le travail américain. Le rappel des titres avant de refermer cette grande session. Au Gabon, pour venir à bout des effectifs pléthoriques, la création des classes de 6e dans un lycée d'excellence entraîne la grogne de certains enseignants de l'établissement secondaire spécialisé malgré les explications du ministre de l'Éducation. Nous l'avons vu aux Comores, île de l'océan Indien, qu'au terme de 10 ans d'efforts, l'épidémie de paludisme est en voie de totale éradication sur les 3 archipels. Et puis à l'instant, vous l'avez vu aux États-Unis, le président américain Donald Trump a annoncé que dès le premier jour de sa présidence, il engagera le retrait des États-Unis du traité commercial transpacifique signé en 2015 par 12 pays de la région. Voilà, Madame, Monsieur, tout ce qui a retenu notre attention pour cette grande session d'information au nom de toute l'équipe. Merci de nous rester fidèles. L'information continue sur Gabon 24, mais en attendant, n'oubliez surtout pas que quoi qu'il arrive entre-temps, gardez le sourire. Au revoir.